Donc, je vais présenter le jury. Donc, moi, c'est Jean Borgomano. Donc, j'ai le privilège d'être président volontaire de ce jury. Bonjour. Je vais présenter le jury de cette thèse. Alors, je ne sais pas comment les gens se lèvent la main ou je ne sais pas comment ils font. Ils font un signe. Donc, je vais le prendre dans l'ordre. C'est écrit d'écriture de la première page. Donc, Emmanuel Puciac, qui est rapporteur, maîtresse de conférence à l'Université de Bourgogne, Gilles Ramstein, directeur de recherche CNRS. CEA. Pardon? CEA. CEA, pardon. Ah ben, moi, je ne savais pas qu'il y avait des directeurs de recherche au CEA. Ouh là là. Mais si, je le savais, mais bon. C'est normal de faire des bêtises comme ça. Pas grave. Alors là, alors, chargé de recherche à, c'est CNRS ou CREG. Guillaume Lehir, maître de conférence, Université de Paris. Donc moi-même, Jean Borgomano, professeur à Marseille Université, au CREG. Et le directeur de la thèse, Yannick Donadieu, qui est directeur de recherche, CNRS, au CREG. On va commencer, Yannick, c'est bon? Oui. Tu vas attendre. Donc Agathe Toumoulin, vous nous présentez vos travaux pour la soutenance de cette thèse en un quart d'heure, s'il vous plaît. D'accord. Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier sincèrement les membres du jury, mais aussi toutes les personnes qui se sont connectées depuis chez elles ou depuis le CREG pour pouvoir assister à cette présentation. Donc, je m'appelle Agathe Toumoulin et aujourd'hui, je vous présente mes travaux de thèse qui s'intitulent « Impact de l'ouverture du passage de Drake, des changements de PCO2 et de l'englacement de l'Antarctique sur l'évolution du climat et de l'océan global de l'Éocène à l'Oligocène ». L'Éocène, c'est une période qui s'étend d'il y a environ 56 millions d'années à 34 millions d'années et qui fait partie d'un ensemble plus large qu'on appelle le Cénozoïque, qui s'étend, lui, de l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années à nos jours. L'Éocène est subdivisé en 4 sous-parties et je me suis plus particulièrement intéressée aux 2 dernières d'entre elles, le Bartonien, qu'on appelle aussi la fin de l'Éocène moyen, et le Priabonien, qui constitue l'Éocène supérieur. Éocène, ça vient de 2 mots de l'ancien grec qui sont éos, qui signifie aube, et kainos, qui signifie nouvelle, en raison de radiations évolutives importantes chez les mammifères qui se déroulent durant cette période. Au niveau paléogéographique, ici, vous pouvez voir une carte, c'est une reconstruction d'il y a 40 millions d'années, qui représente donc le Bartonien, qui a été faite par Fernando Poblete et qui est en cours de publication. Et ce qu'on peut voir à première vue, c'est déjà qu'on arrive très facilement à reconnaître les principaux continents qu'on a aujourd'hui, avec un niveau marin plus haut qu'actuellement, parce qu'il n'y a quasiment pas de glace continentale à cette époque. Ça se voit particulièrement dans toutes ces zones très claires qui représentent des bassins océaniques peu profonds. Il y a un certain nombre de différences au niveau de la connexion entre les continents, et c'est notamment visible avec un bras de terre entre l'Amérique du Nord et l'Asie. Il n'y a pas encore de détroit de Bering, mais aussi un certain nombre de voies maritimes qui ne sont plus présentes aujourd'hui, notamment la présence d'un passage de Panama entre l'Amérique du Nord et du Sud, mais aussi la présence d'un bassin méditerranéen actuel beaucoup plus largement ouvert dans sa partie est et qui permet d'établir une connexion avec l'océan Indien. Durant cette période, certains continents sont localisés dans une position plus au sud et vont migrer vers le nord au cours de l'Éocène. C'est le cas notamment de l'Amérique du Sud et de l'Australie, dont la migration vers le nord va permettre la formation du passage de Drake d'un côté et du passage de Tasmanie de l'autre, en formant ainsi l'océan austral aux plus hautes latitudes de notre planète. L'Inde, qui est en migration vers l'Asie durant cette période, va continuer à migrer aussi vers le nord et à former le plateau tibétain. Au niveau paléoclimatique, ici, vous pouvez voir une courbe qui représente l'évolution des températures et du volume de glace au cours du Cénozoïque. C'est une courbe qui est construite avec les isotopes de l'oxygène, qui sont un proxy, c'est-à-dire un indicateur indirect de conditions paléo-environnementales et paléoclimatiques, et qui provient de mesures effectuées sur des foraminifères benthiques. Ce sont des organismes unicellulaires calcaires qu'on retrouve dans les forêts
dont vous pouvez voir deux représentants ici. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est que l'Éocène est une période globalement plus chaude qu'actuellement, puisqu'on décrit des températures plus hautes de 12 à 14 degrés pour la partie de l'Éocène inférieur, puis de 6 à 8 degrés supérieurs à aujourd'hui pour la deuxième moitié de l'Éocène. C'est une des raisons pour laquelle cette période a été étudiée, puisque ces températures correspondent à celles qui sont prédites dans le cas du scénario le plus pessimiste du GIEC pour les années 2150-2300. Mais il existe également d'autres raisons d'étudier cette période d'un point de vue climatique, et notamment vis-à-vis d'un long refroidissement de plusieurs millions d'années qui s'étend de 50 millions d'années à 34 millions d'années environ, et qui permet, au moment de la transition Éocène-Oligocène, un englacement à large échelle de l'Antarctique. Historiquement, ce refroidissement et la mise en place d'une calotte de glace a été expliqué par deux hypothèses, dont la première a été proposée par Kenneth en 1977, dit que c'est grâce à la séparation de l'Australie et de l'Amérique du Sud de l'Antarctique et à la formation des passages de Drake et de Tasmanie que le courant circumpolaire antarctique, qui est représenté ici par cette flèche bleue, a pu se mettre en place, encercler le continent antarctique, limiter le transport des eaux subtropicales chaudes qui sont représentées par ces flèches rouges vers le continent et permettre l'englacement de l'Antarctique. Cette hypothèse, cette théorie, pardon, elle a donné lieu à de nombreuses études de modélisation qui ont pu montrer que la présence d'un passage de Drake ouvert jouait un rôle important dans la circulation océanique moderne. Mais très peu d'études de modélisation ont été faites avec des conditions aux limites réalistes pour l'Éocène, notamment vis-à-vis de la géographie qu'elles utilisaient ou alors concernant la composition de leur atmosphère. C'est ce qu'ont montré notamment deux études dont vous voyez des représentations ici, avec à gauche une figure de Zhang et collaborateurs en 2010 qui montre que les changements de température océanique de surface sont beaucoup plus marqués lorsqu'une géographie actuelle est utilisée en comparaison avec une géographie éocène. Une autre étude de Lefebvre et collaborateurs en 2012 nous montre que l'intensité du courant circumpolaire qui s'établit suite à la séparation à l'ouverture du passage de Drake est beaucoup plus intense lorsqu'une composition atmosphérique moderne est utilisée en comparaison avec une composition atmosphérique avec un taux de CO2 plus élevé. Dans cette présentation, pour représenter la concentration atmosphérique en CO2 pré-industriel, j'utiliserai la lettre X, un X étant cette concentration, 2X étant 2 fois la concentration en CO2 pré-industriel. Depuis, en parallèle, d'autres études de modélisation ont été faites et ont permis de mettre en évidence un rôle déterminant d'une diminution de la concentration atmosphérique en CO2, comme notamment l'étude emblématique de De Conto et Pollard, et ici une figure qui représente cet englacement progressif en parallèle d'une diminution de la PCO2 dans l'étude de Ladan et collaborateurs en 2014. Quand on regarde les estimations de concentration atmosphérique en CO2 qui sont faites pendant cette période, on peut s'apercevoir qu'elles sont très larges et couvrent justement des concentrations allant de 4 fois les taux de CO2 pré-industriels, 4x entre l'yprésien et le lutétien, et ensuite autour de 2x pour les estimations les plus basses durant le lutétien. Néanmoins, cette deuxième hypothèse de l'implication d'une diminution de la PCO2, elle est en accord avec certains des enregistrements de changement de la PCO2 faits par les données, notamment ceux issus d'Alcénone ou de méthodes d'isotopes du bore. Si on est au clair sur un rôle de changement de la composition de l'atmosphère dans ce refroidissement et dans la mise en place de l'Antarctique, on a quand même un certain nombre de questions qui restent en suspens concernant les répercussions de ces différents forçages de géographie, de CO2, mais aussi d'englacement sur d'autres composantes du système climatique. Et c'est notamment ce qu'ont remarqué un certain nombre de données paléocéanographiques qui observent la mise en place d'un certain nombre de caractéristiques de notre océan moderne entre l'Éocène moyen et l'Éocène supérieur. Elles observent notamment la mise en place d'un courant circumpolaire antarctique que je vous ai déjà décrit, mais aussi de la formation d'eau profonde en Atlantique Nord. À droite, vous pouvez voir une représentation de la circulation thermohaline moderne. C'est un assemblage de courants de surface qui sont, dans certaines localités, acquièrent une densité suffisamment importante pour être emportés en profondeur et former des courants profonds.
Actuellement, cette formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord, elle se déroule dans les endroits où j'ai mis les croix rouges. Les données observent également une différence thermique au sein de l'océan Atlantique, et c'est particulièrement visible dans certaines données d'isotopes de l'oxygène, comme ici dans l'extrait d'une figure de Borelli et collaborateurs en 2014, qui montre qu'autour de 38,5 millions d'années, les eaux de l'Atlantique austral, donc des latitudes sud, deviennent progressivement plus froides en comparaison avec les eaux de l'Atlantique Nord. Ces études ont souvent évoqué un rôle du passage de Drake, mais celui-ci n'a pas encore été mis en évidence pour tous ces phénomènes. En parallèle, certaines données décrivent des changements très importants sur les continents, et notamment au cours de l'Éocène, entre l'Éocène moyen et supérieur, mais aussi entre l'Éocène supérieur et l'Oligocène inférieur. Cet effet de la transition Éocène-Oligocène, il est connu sur les continents depuis longtemps à travers des phénomènes d'extinction, à la fois en Europe, mais aussi en Asie. Et c'est notamment ce que vous montre ici un document de Stelline en 1909 qui montre un fort taux d'extinction au sein de taxons longulés à la limite Éocène-Oligocène. On a aussi des changements importants qui sont décrits au niveau des flores, avec parfois avec cette restriction des biomes tropicaux, avec souvent le développement plus important de végétation tempérée, voire tempérée froide. Certaines données, certains enregistrements en milieu continental ont mis en évidence que le refroidissement des températures de la transition Éocène-Oligocène et même d'avant aurait été principalement marqué durant l'hiver. Ce type de phénomène aurait eu pour répercussion directe d'augmenter la saisonnalité des températures, c'est-à-dire la gamme de variabilité des températures au sein de l'année dans une région donnée. C'est ce que je vous ai représenté par ce schéma. Néanmoins, pour le moment, on a une seule étude qui a utilisé des analyses de modélisation et qui s'est focalisée sur les changements de concentration atmosphérique en CO2 en regardant uniquement les moyennes et hautes latitudes de l'hémisphère nord. L'Éocène, c'est donc une période avec, vous l'aurez compris, des changements de géographie, de concentration atmosphérique en CO2, mais aussi d'englacement important, mais avec un certain nombre de questions qui restent en suspens concernant les répercussions de ces différents changements sur d'autres aspects qui ne sont pas uniquement thermiques. Utiliser des outils de modélisation, c'est l'opportunité d'évaluer la contribution de ces différents forçages aux questions qui sont soulevées par les données que je viens de vous présenter. Une question transversale de cette thèse, c'est d'essayer de comprendre donc comment ces changements ont pu impacter le climat éocène. Dans un premier temps, je m'intéresserai principalement aux effets de l'ouverture de l'océan austral et des changements de profondeur du passage de Drake sur la circulation océanique pour voir si on arrive à reconstruire la mise en place de ces caractéristiques modernes de l'océan et aussi sur les températures du continent antarctique. Dans un second temps, et jusqu'à la fin de mon exposé, je m'intéresserai ensuite aux deux autres forçages qui sont donc la baisse de la concentration atmosphérique en CO2 et la mise en place d'une calotte de glace antarctique, en me focalisant dans un premier temps sur l'évolution des températures océaniques de surface. On essaiera de voir si les changements de température qu'on observe sont en accord avec les enregistrements paléocéanographiques. Puis, je garderai donc les mêmes simulations pour analyser les répercussions de ces deux mêmes forçages sur la saisonnalité des températures en milieu continental. Ces deux dernières parties seront aussi l'occasion de s'intéresser de manière un peu plus théorique sur la simulation paléoclimatique, puisque j'utiliserai à chaque fois deux simulations pour représenter la mise en place d'une calotte de glace. D'une part, une simulation avec une calotte de glace seule, et d'autre part, une simulation avec une calotte de glace et une diminution du niveau marin qui est associée à la quantité d'eau piégée dans ces glaces. Cette thèse, elle s'intègre dans un projet qui est plus large, qui est un projet européen qui est porté par Guillaume Dupont-Nivet, qui s'intéresse particulièrement à l'importance de la mise en place du plateau tibétain et au changement de mousson sur le refroidissement de l'Éocène, mais aussi la transition Éocène-Oligocène. Durant cette thèse, j'ai utilisé un modèle de climat. C'est donc un outil numérique qui est basé sur des équations de physique qui permettent de décrire le système climatique actuel tel que nous le comprenons. J'ai utilisé plus spécifiquement un modèle de circulation générale qui est un type de modèle qui a pour parti pris de représenter un maximum de composantes du système climatique
pour pouvoir en faire une représentation la plus réaliste et détaillée qui soit. Le modèle en question, c'est le modèle IPSL CM5A2 qui est développé à l'Institut Pierre-Simon Laplace à Paris, et il est lui-même composé de différents autres modèles, à la fois pour l'atmosphère, les continents, l'océan, la glace de mer, la biogéochimie marine, et qui peuvent être utilisés de manière autonome seule. Concrètement, utiliser une simulation de paléoclimat, comment ça marche? Donc en fait, on va partir d'un état initial, stable, qui représente un système, le système moyen qu'on va essayer de modifier, et qu'on va donc modifier avec un certain nombre de paramètres qu'on appelle des conditions aux limites, dont on veut tester les répercussions sur le système initial et qui vont rester fixes tout au long de la simulation. Une fois qu'on a fait ces modifications, le modèle va calculer l'évolution du climat d'année en année jusqu'à ce qu'on obtienne un nouvel état climatique, un état final, stable également, qui diffère en certains points de l'état initial à cause de ces changements de conditions aux limites. La stabilité de cet état final, il y a différents moyens de l'observer, de la tester, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde en fait l'évolution des températures de l'océan profond au cours du temps, et puisque c'est le paramètre qui prend le plus de temps à s'équilibrer. Passons donc maintenant à la première partie qui visait donc à comprendre, à retracer les répercussions de l'ouverture du passage de Drake sur la mise en place de caractéristiques de l'océan moderne et sur l'évolution du climat antarctique. Donc, le passage de Tasmanie et le passage de Drake, donc, qui ont permis l'ouverture de l'océan austral, auraient commencé à s'ouvrir il y a à peu près 50 millions d'années. Mais alors que l'ouverture du passage de Tasmanie est plutôt bien contrainte et on aurait un approfondissement défini autour de la limite éocène-oligocène à 34 millions d'années, celle du passage de Drake est moins bien contrainte, puisqu'on peut simplement dire que le passage était peu profond, autour de 1 km de profondeur il y a 41 millions d'années, mais large et profond après 30 millions d'années. Pour pallier à ce problème de contrainte géologique, nous avons effectué différentes simulations avec des profondeurs du passage de Drake progressivement plus importantes, une avec un passage fermé, une avec un passage de 100 mètres, une avec un passage de 1000 mètres, et enfin une avec un passage de 2500 mètres. Toutes ces simulations ont en commun par ailleurs un certain nombre de paramètres, de conditions limites, qui sont une PCO2 de 4 fois les taux de CO2 pré-industriels, c'est donc une simulation plutôt chaude, une géographie de l'Éocène moyen qui correspond à la géographie que je vous ai montrée en introduction, des paramètres orbitaux modernes, une installation éocène, mais aussi une végétation fixe. Concernant la mise en place du proto-courant circumpolaire antarctique, ici vous pouvez voir deux cartes qui représentent la circulation moyenne au sein de l'océan austral entre 0 et 300 mètres de fond. Ce qu'on peut voir à gauche dans le cadre d'une configuration fermée du passage de Drake, c'est qu'on a déjà en place un courant d'ouest en est assez important autour de 40 degrés sud qui va traverser les secteurs atlantiques et indiens de l'océan austral avant de se diviser en deux parties à la rencontre de l'Australie et de rentrer en circulation dans la gyre de Ross dans la partie pacifique de l'océan austral. Dans une configuration ouverte du passage de Drake, et c'est ce que vous voyez à droite avec une ouverture de 2500 mètres, ce courant qui est à 40 degrés sud va se renforcer et va passer majoritairement par le passage de Tasmanie, en traversant ensuite totalement le Pacifique pour former un anneau complet. On a donc bien une forme de courant proto-circumpolaire antarctique, mais l'une des caractéristiques de ce courant, c'est aussi son intensité, puisque c'est actuellement le courant le plus intense qui existe au monde. Quand on regarde les flux, on arrive à reconstruire des flux de l'ordre de 34 Sverdrup, donc millions de mètres cubes par seconde, au niveau du passage de Drake, quand on fait la moyenne verticale au niveau de ce passage, ce qui est quand même beaucoup plus faible que l'intensité actuelle, qui est estimée à 137, 173 Sverdrup. Néanmoins, ce flux moins important reste cohérent, puisqu'il est décrit de manière également assez faible dans d'autres études de modélisation de l'Éocène et en accord avec les données qui décrivent une proto-courant circumpolaire antarctique. On va voir, l'ouverture du passage de Drake va créer des changements qui sont importants au niveau des températures de surface.
Et c'est ce que vous voyez sur ces différentes cartes. Vous avez en haut, à gauche, une carte qui vous montre les températures moyennes annuelles de surface dans une configuration fermée du passage de Drake. Puis les autres cartes vous montrent les changements de température océanique de surface pour les différentes profondeurs en fonction de la configuration fermée. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ouverture du passage de Drake va créer de forts changements de température qui sont principalement localisés dans l'hémisphère sud et qui vont être d'une part un refroidissement important dans le secteur atlantique de l'océan austral et dans le secteur indien de l'océan austral, mais aussi le long des marges antarctiques du secteur pacifique, et qu'on va aussi avoir une structure de réchauffement dans le secteur pacifique de l'océan austral. Cette structure de changement de température en dipôle, elle a déjà été observée dans d'autres études de modélisation, et elle résulte de deux phénomènes différents. D'une part, la mise en place de ce proto-courant circumpolaire antarctique va permettre de mélanger des eaux qui proviennent du secteur Pacifique et qui sont plutôt froides avec des eaux qui proviennent de secteurs atlantiques et indiens de l'océan austral et qui sont naturellement plus chaudes. Aussi, on a un deuxième effet qui est des changements dans les zones de formation d'eau profonde autour de l'Antarctique. Ici, vous pouvez voir deux cartes qui vous indiquent ces zones. Ce sont en réalité des cartes qui vous montrent l'épaisseur de la couche de mélange, qui est un bon indicateur de l'endroit où les eaux obtiennent cette densité suffisante pour être emportées en profondeur. Ce qu'on peut constater, c'est que dans une configuration fermée du passage de Drake, la plupart des eaux denses se forment dans le secteur atlantique de l'océan austral, tandis qu'à partir du moment où on va avoir un passage de Drake ouvert de 100 mètres, une part importante des eaux profondes va après se former dans le secteur pacifique de l'océan austral. En réalité, c'est dans le Pacifique qu'on a la majeure part de ces eaux australes qui se forment. Et la localité de ces zones de plongement, elle va jouer un rôle déterminant dans les températures de surface, puisqu'en fait, c'est dans le bassin où les eaux profondes se forment qu'on va attirer le plus d'eau subtropicale chaude vers les latitudes les plus au sud. Ces changements, à la fois de température de surface, mais aussi de dynamique, vont avoir des répercussions sur les températures de l'océan profond, à la fois dans l'océan Pacifique comme dans l'océan Atlantique. Et c'est ce que vous montrent ici ces quatre cartes, qui montrent les changements de température de chaque bassin moyenné par tous les degrés de longitude en fonction de la profondeur et de la latitude. Au niveau du Pacifique, on peut constater qu'on observe un refroidissement intense, qu'on soit dans une ouverture d'un passage de Drake de 100 mètres comme 2000 mètres. Et ce refroidissement qu'on constatait le bord des marges antarctiques va en fait être projeté en profondeur sur toutes les latitudes. En parallèle, à l'inverse, dans le bassin atlantique, là où le refroidissement de surface est intense, mais où la circulation océanique profonde diminue, on va avoir un refroidissement qui va être transféré en profondeur, mais uniquement pour les latitudes les plus au sud. Et c'est ce que vous voyez ici avec un refroidissement qui atteint à peine 20 degrés nord au maximum. Voilà. La diminution de l'intensité de la circulation dans ce bassin va avoir un autre effet qui est que la zone de l'Atlantique Nord qui était alimentée par une circulation profonde dans une configuration fermée ne l'est plus et va donc réchauffer. On arrive donc bien à reconstruire une différenciation thermique au sein de l'océan Atlantique en ouvrant de manière assez légère le passage de Drake. Et pour une ouverture de 1000 mètres, le refroidissement qu'on constate de l'ordre de 2 degrés est assez en accord avec des estimations qui sont faites par les proxys, notamment l'étude de Borelli et collaborateurs en 2014. On s'interrogeait également sur la mise en place d'une formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Et si on reprend cette carte donc, qui montrait l'épaisseur de la couche de mélange, c'est l'épaisseur de la couche de mélange maximale. On peut voir en réalité que les zones avec formation d'eau profonde sont principalement et en fait uniquement localisées dans l'hémisphère sud, ce qui n'est pas compatible avec de la formation d'eau profonde dans l'Atlantique Nord. Une autre manière de se le représenter, c'est de regarder l'intensité des courants nord-sud, donc de la circulation méridienne, moyennée sur tous les bassins. Et c'est ce que vous montre cette image, cette figure. Ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, c'est l'océan austral, en fait, et surtout la formation d'eau profonde depuis l'hémisphère sud, qui permet d'assurer le
plus grosse part en fait, de la dynamique océanique globale et qu'on a finalement peu de dynamique au-delà de 40 degrés nord, ce qui n'est là aussi pas compatible avec de la formation d'eau profonde dans ces latitudes. Cette absence de formation d'eau profonde, elle peut être expliquée par différentes choses, mais notamment par le fait que notre océan Atlantique Nord n'est pas assez salin pour pouvoir permettre la formation d'eau profonde. C'est expliqué par deux mécanismes au moins, qui sont que les eaux très salines de la mer Méditerranée actuelle vont en fait s'échapper dans l'océan Pacifique puisque le passage de Panama est ouvert encore à cette époque. Et donc, on ne va pas avoir d'accumulation de sel dans ce bassin. Mais c'est aussi lié au fait qu'on a un déversement des eaux de l'océan Arctique qui sont très douces dans l'Atlantique Nord et qui vont plutôt tendre à donc diminuer la densité des eaux dans cette zone. Concernant l'évolution du climat antarctique, ici, vous pouvez voir différentes cartes qui vous montrent l'évolution des nuages, de l'albédo et des températures pour une ouverture de 2500 mètres en comparaison avec une ouverture, avec un passage de Drake fermé. Ce qu'on peut voir, c'est que l'ouverture du passage provoque une augmentation de la proportion de nuages bas dans le secteur indien et un peu atlantique de l'océan austral. Et ces nuages sont des nuages qui vont avoir un fort effet d'albédo. Et donc, c'est ce que vous voyez ici, refléter beaucoup les rayons du soleil. Cette augmentation de l'albédo planétaire va avoir un effet de refroidissement intense au niveau des températures océaniques de cette région, et c'est ce qui explique pourquoi c'est dans le secteur indien de l'océan austral qu'on observe les refroidissements les plus intenses. Ces refroidissements, observés donc au niveau des températures atmosphériques comme océaniques, va être transféré au continent, et on observe un refroidissement compris entre 1,4 degré pour une ouverture du passage de Drake de 100 mètres et 2,3 degrés pour une ouverture du passage de Drake de 1000 mètres, en moyenne sur tout le continent antarctique. Il faudrait un modèle de glace continentale pour pouvoir réellement évaluer les répercussions de cette diminution des températures sur le volume de glace antarctique, mais on peut quand même faire l'hypothèse de manière assez raisonnable que l'ouverture du passage de Drake au cours de l'Éocène aurait pu favoriser ou créer des conditions favorables à l'englacement de l'Antarctique, à la transition Éocène-Oligocène. Pour faire un point sur cette première partie, on peut dire que nos résultats mettent en évidence un effet fort de l'ouverture du passage de Drake dès 100 mètres et donc dès l'Éocène, notamment avec la mise en place donc, de deux des caractéristiques modernes de notre océan et peut-être un contexte favorable à cet emplacement de l'Antarctique qui serait, je le redis, attesté. Ces résultats, ils ont été publiés cette année dans Paléocéanographie et Paléoclimatologie, et donc c'est le résultat d'un travail en collaboration avec les personnes que vous pouvez voir ici. Passons donc à notre deuxième partie qui s'intéressait au changement de PCO2, mais aussi à l'englacement sur les températures océaniques de surface et leur évolution au cours de la transition Éocène-Oligocène. Dans cette deuxième partie, j'ai utilisé 5 autres simulations qui sont caractérisées par des concentrations atmosphériques en CO2 et la présence de glace ou non. On a un premier groupe qui est ici représenté en orange, qui représente des simulations qui est constitué de simulations qui représentent un état climatique antérieur à la transition Éocène-Oligocène, allant de 4 fois les taux de CO2 pré-industriels à 2 fois le taux de CO2 pré-industriel, et des simulations en bleu qui représentent un climat après englacement, donc avec une PCO2 à 2 fois les taux de CO2 pré-industriels, mais surtout cette calotte de glace en Antarctique, avec ou non, je vous ai dit, un ajustement de la baisse du niveau marin. Ces simulations, elles ont la même géographie que celle des simulations précédentes et une ouverture du passage de Drake de 300 mètres. Pour pouvoir reconstruire l'évolution des températures à travers la transition Éocène-Oligocène, j'ai donc comparé ces simulations avant la transition avec ces simulations qui représentent l'après-transition entre elles, mais je les ai aussi toutes comparées entre elles pour bien identifier les répercussions des forçages atmosphériques et des forçages liés à l'englacement. Ici, vous pouvez voir des cartes qui vous montrent les températures océaniques de surface, à gauche dans la simulation Éocène la plus chaude, puis au centre et à droite, en différence par rapport à cette simulation Éocène chaude, pour une diminution de la PCO2 de 1 fois les taux de CO2 pré-industriels, 1x, ou de 2 fois les taux de CO2 pré-industriels ici.
Ce qu'on observe, c'est un effet global qui est amplifié aux latitudes les plus polaires, donc plus marqué à proximité des pôles, avec une diminution à l'échelle globale de l'ordre de 2,3 degrés à 2,7 degrés pour une diminution de la PCO2 de 1x, et de 5 degrés pour une diminution de la PCO2 de 2x. Concernant les répercussions de l'englacement sur les températures océaniques de surface, ce qu'on peut constater, c'est que la présence d'une calotte de glace antarctique seule crée un refroidissement régional cantonné majoritairement aux 40 degrés les plus au sud et explique une différence de température de 0,3 degrés à l'échelle globale. Lorsqu'on prend en compte en plus le niveau marin, la baisse du niveau marin associé, on constate que ce refroidissement est propagé dans l'hémisphère nord, c'est ce que vous montre la carte du centre, et notamment à travers l'Atlantique équatorial. Ce refroidissement marqué dans l'Atlantique équatorial, il provient des changements de géographie qui sont importants. C'est ce que vous voyez à droite. En fait, tous les bassins qui étaient peu profonds dans notre géographie à 40 millions d'années se retrouvent exondés lorsque le niveau marin est baissé. Ça correspond en fait à des changements de géographie dans toutes les zones grises que vous voyez sur la carte de droite. On a des changements de géographie qui sont importants au niveau du nord de l'Afrique et qui vont en fait restreindre la circulation océanique à travers la mer Méditerranée actuelle en empêchant les eaux de l'océan Indien de traverser cette zone et donc de réchauffer l'Atlantique Nord. C'est pour ça que ça refroidit. Quand on combine donc les deux paramètres, donc la présence de glace et la baisse du niveau marin associé, l'englacement représente un refroidissement de 1 degré à l'échelle globale. Comparons maintenant un peu plus en détail avec des estimations qui sont faites par les données. Donc ici, vous voyez des cartes qui reproduisent cette transition Éocène-Oligocène. Donc on est parti d'une simulation Éocène moyennement chaude, la simulation 3X, et on a représenté l'Oligocène soit avec calotte de glace seule dans la carte de gauche, soit avec une calotte et la baisse du niveau marin dans la carte de droite. Les points que vous voyez sur ces deux cartes correspondent à des estimations de changement de température qui proviennent d'une compilation de données récentes de Hutchinson et collaborateurs en 2020. Ce qu'on peut observer à première vue, c'est que les données, comme le modèle, décrivent un changement des températures océaniques de surface assez hétérogène à l'échelle du globe, et parfois même une hétérogénéité assez importante décrite par les données, puisque là, c'est ce qu'on peut voir notamment dans le secteur atlantique de l'océan austral. On a des estimations qui décrivent des refroidissements très intenses en parallèle d'estimations qui montrent peu de changements de température. Dans le premier cas, donc en considérant l'englacement de l'Antarctique seul, on a un écart avec ces proxys de l'ordre de 0,77 degrés. Donc le modèle a tendance à surestimer un petit peu le refroidissement. Et cet écart s'amplifie lorsqu'on prend en compte la baisse du niveau marin, puisqu'on a maintenant un écart de 1,38 degrés, et c'est à cause de ce refroidissement plus intense au sein de l'Atlantique équatorial. En effet, on peut voir que dans cette zone, un certain nombre de points décrivent peu de changements de température, ce qui ne va pas donc dans le même sens que nos observations. Cet écart, il peut être expliqué de manière raisonnable par deux choses, notamment le fait qu'en fait, cette simulation, avec une baisse du niveau marin de 70 mètres, elle représente en réalité un maximum glaciaire de l'Oligocène inférieur, et donc un changement particulièrement intense, alors que la compilation de données de Hutchinson et collaborateurs regroupe des données sur des pas de temps de 3-4 millions d'années, à la fois pour l'Éocène comme pour l'Oligocène, et donc ne représente pas ces variations de court terme. En réalité, le refroidissement plus marqué dans l'Atlantique équatorial pourrait être en accord avec un certain nombre de données qui décrivent à plus fine résolution temporelle un refroidissement marqué dans cette zone. Pour répondre à cette deuxième question, modéliser les variations du niveau marin, ça semble donc être un paramètre très important pour représenter la transition Éocène-Oligocène, puisque ça permet de prendre en compte les effets indirects de l'englacement de l'Antarctique, mais c'est un paramètre qui paraît aussi particulièrement sensible à étudier, puisqu'en fait, il permet de conférer à l'englacement des répercussions très importantes à l'échelle globale, et qu'il représente en fait des pas de temps qui sont assez fins et qui ne sont pas forcément enregistrés dans les compilations de données. Une solution qui pourrait être envisagée, enfin une expérience supplémentaire qui serait intéressante, ça serait d'essayer de changer le niveau marin, mais de manière peut-être plus modérée, pour que la baisse du niveau marin corresponde aux changements qui sont documentés en moyenne à travers l'Oligocène inférieur.
si la résolution spatiale du modèle le permet. Passons donc maintenant à cette troisième partie qui était les répercussions de ces différents forçages sur la saisonnalité des températures en milieu continental. Donc, pour évaluer l'évolution de la saisonnalité des températures, donc qui est, je vous le rappelle, la différence entre les températures des mois les plus chauds et des mois les plus froids, donc cette gamme de températures qui est observée annuellement dans une localité donnée. J'ai fait une compilation des données de changement de saisonnalité qui est visible ici à travers les différentes estimations que vous pouvez voir sur cette carte. C'est une base de données, c'est une compilation qui regroupe des données qui proviennent de beaucoup de paléobotanique et notamment de méthodes semi-quantitatives telles que la clampe ou alors la coexistence approche, mais on a aussi des estimations qui proviennent de géochimie ou alors des enregistrements qui sont purement qualitatifs et qui ne peuvent pas être reliés à des changements spécifiques de saisonnalité des températures. C'est notamment le cas d'une étude qui utilise l'apparition d'organes de réserve chez certains groupes de plantes ou alors de la morphologie dentaire à travers la transition Éocène-Oligocène. En parallèle, j'ai donc généré, avec les simulations que je vous ai présentées dans la partie précédente, des cartes de changement de la saisonnalité de ces températures auxquelles j'ai pu comparer les points de ma compilation. Quand on regarde les cartes de changement de saisonnalité qui sont obtenues avec une baisse de CO2, on peut obtenir ceci, qui montre donc un fort renforcement de la saisonnalité aux hautes latitudes de l'hémisphère nord et de manière plus modérée de l'hémisphère sud. C'est donc des zones où la température diminue principalement pendant l'hiver et l'existence aussi de zones de diminution de la saisonnalité, donc où les températures diminuent principalement en été. Cette zone d'augmentation de la saisonnalité des températures, donc aux hautes latitudes de l'hémisphère nord, elle est expliquée par la mise en place saisonnière de glace de mer au-dessus de l'Arctique, mais aussi par l'accumulation de neige sur les terres des plus hautes latitudes. On remarque un accord relativement mauvais avec les points, qu'il s'agisse de points de données qui indiquent des changements de saisonnalité à travers la transition Éocène-Oligocène, ou alors de points qui indiquent des changements antérieurs à la transition Éocène-Oligocène entre l'Éocène moyen et l'Éocène supérieur. Ces zones de diminution de la saisonnalité, elles reposent sur différents mécanismes et notamment des changements importants au niveau du cycle de l'eau. Ici, vous pouvez voir une carte qui vous montre les précipitations nettes, donc la différence entre la précipitation et l'évaporation à l'échelle globale. Et vous pouvez voir qu'en fait, quand on diminue la PCO2, ce sont ces zones les plus sèches, donc en couleur jaune-marron, qui vont en fait recevoir des apports en eau importants, et inversement, les zones les plus humides qui vont avoir tendance à diminuer leur apport en eau dans des PCO2 plus faibles. Ces changements d'apport en eau vont avoir des répercussions directes sur la perte de chaleur par flux d'énergie latente, mais aussi un impact sur le couvert nuageux. Et en fait, ces deux paramètres vont pouvoir jouer un rôle important en provoquer un refroidissement plus marqué au cours des mois d'été. En parallèle, on a aussi un impact assez intéressant de la présence de glace de mer au-dessus de l'océan Arctique durant les mois d'hiver, qui en fait va former une couche et isoler les eaux de l'Arctique en l'empêchant de perdre beaucoup de chaleur pendant l'hiver. Donc ça va favoriser un refroidissement d'été aussi, qui va être propagé par l'océan Atlantique Nord dans toute une zone, notamment la zone européenne. Quand on prend en compte maintenant la mise en place d'une calotte de glace au niveau de l'Antarctique sur les changements de saisonnalité, ce qu'on peut observer, donc à gauche pour la présence d'une calotte de glace seule, c'est que ça va créer une diminution drastique de la saisonnalité des températures. C'est ce qui est lié en fait à la mise en place d'un albédo stable au cours de l'année. On a un sol blanc avec cette calotte de glace qui du coup va créer peu de variabilité au niveau des températures. Ça ne va pas augmenter l'accord avec les données, puisqu'en fait, les quelques données que nous avons dans l'hémisphère sud ne décrivent pas de changement de saisonnalité, à la fois durant la fin de l'Éocène, mais aussi à travers la transition Océane-Oligocène. En revanche, prendre le niveau marin en compte va avoir un effet intéressant, puisqu'il va permettre de mieux expliquer l'hétérogénéité qu'on observe au niveau des estimations de changement de saisonnalité dans les données. Et en fait, ça repose directement sur ces changements de géographie
qui sont mis en place lorsque le niveau marin diminue. Ça se voit particulièrement au niveau de la mer ouest sibérienne, mais aussi de toute l'Afrique du Nord et en partie de la péninsule arabe, qui vont en fait montrer une augmentation très importante de la saisonnalité des températures. À échelle plus fine, on voit aussi cet effet avec des changements géographiques d'amplitude moins importants, comme notamment en Floride actuelle ou en péninsule de Kamtchatka. La prise en compte de ce niveau marin, donc je vous ai dit, va permettre d'observer le meilleur accord avec les données de changement de saisonnalité à travers la transition éocène-oligocène. Et c'est ce qu'on voit quand on regarde l'écart moyen entre les changements prédits par les données et ceux que nous reconstruisons, puisqu'on a bien un écart le plus faible en utilisant cette simulation pour représenter l'oligocène. Ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'on a aussi un meilleur accord avec les points qui représentent des changements antérieurs à la transition éocène-oligocène et donc antérieurs à l'englacement de l'Antarctique. C'est notamment le cas pour ces points triangulaires que vous voyez ici, et ce qui pourrait correspondre à des variations du niveau marin moins importantes antérieures à l'englacement de l'Antarctique en raison de variations modérées du volume de glace déjà présent à cette époque. Une question qui pourrait être intéressante de se poser, c'est si ces changements hétérogènes de saisonnalité des températures qu'on reconstruit dans nos simulations pourraient avoir eu un impact sur l'hétérogénéité des extinctions qui sont documentées à travers la transition éocène-oligocène. En effet, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait des extinctions importantes documentées au niveau des faunes de mammifères en Europe, mais aussi dans une partie de l'Asie, mais très peu sont documentées en Amérique du Nord. Et on pourrait se demander si c'est la présence de cette zone de diminution de la saisonnalité qui aurait pu être moins contraignante pour la biodiversité en place qu'une zone de renforcement de la saisonnalité des températures. Pour conclure cette troisième partie, on peut dire que ces deux forçages, baisse de CO2 et englacement, ont un rôle déterminant sur l'évolution de la saisonnalité des températures à travers des réponses climatiques régionales qui sont variées et dépendent beaucoup de la géographie des différentes régions, mais en réponse à des forçages globaux. Ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'on a une évolution, on arrive à retracer une évolution de la saisonnalité en plusieurs étapes, avec avant la transition éocène-oligocène, un impact fort de la diminution de la PCO2, notamment en haute latitude, et des changements modérés peut-être du volume de glace avant l'englacement total de l'Antarctique, et à travers la transition éocène-oligocène, un facteur déterminant qui est donc cette baisse du niveau marin et qui va créer l'hétérogénéité globale qui est représentée par les données. Cette deuxième partie, elle est en cours, elle fait actuellement l'objet de la rédaction d'une publication avec les personnes que vous pouvez voir ici. En conclusion, donc, on avait pour objectif d'essayer de décrire l'impact de ces trois forçages décrits comme majeurs durant l'Éocène et peut-être à travers la transition Éocène-Oligocène sur la dynamique océanique, mais aussi l'évolution des températures océaniques de surface et l'évolution de la continentalité, de la saisonnalité des températures à travers la transition Éocène-Oligocène. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'on met en évidence un système océanique particulièrement sensible à l'ouverture du passage de Drake avec donc cette mise en place de certaines caractéristiques modernes dès une ouverture de 100 mètres et qu'on décrit donc bien un effet de ce changement de géographie au cours de l'Éocène en accord avec un certain nombre de données paléocéanographiques et peut-être une contribution de l'englacement. Pour aller plus loin, donc, il faudrait aller jusqu'à modéliser cet englacement, voir à quel point est-ce que le passage de Drake et l'ouverture du passage de Drake est facilitateur de l'englacement à l'échelle globale, mais aussi tester en fait les répercussions de ces changements de circulation océanique en utilisant le modèle de biogéochimie seul pour essayer de voir dans quelle mesure ces changements de circulation ont pu provoquer des changements de productivité primaire marine qui auraient pu, à leur tour, impacter le cycle du carbone atmosphérique et peut-être provoquer une diminution de la PCO2 à travers la transition éocène-oligocène. Concernant les changements de CO2, ces expériences sont aussi l'opportunité de documenter la réponse climatique moyenne de notre modèle à des changements de CO2 dans une configuration éocène. Et c'est quelque chose qui est intéressant, notamment dans le cadre d'études d'intercomparaison de modèles, puisque ça n'avait pas encore été fait pour notre modèle IPSL CM5A2. On décrit une sensibilité climatique assez importante avec des refroidissements qui sont marqués pour une division du CO2 par 2. Mais surtout, on arrive aussi à montrer que le CO2
est un paramètre particulièrement important pour expliquer les premiers changements de saisonnalité des températures au cours de l'Éocène. Pour aller plus loin, on pourrait aussi s'intéresser à d'autres gaz à effet de serre dont la concentration atmosphérique a été décrite comme plus importante au cours de l'Éocène et qui auraient pu avoir un rôle dans la transition Éocène-Oligocène, notamment le méthane. Enfin, concernant l'englacement de l'Antarctique, ce qui est très intéressant, je trouve, dans cette étude, dans cette thèse, c'est en fait de se rendre compte que la prise en compte du niveau marin, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas fait en général et qui peut avoir des répercussions très intenses et permettre peut-être de découvrir un peu mieux l'évolution du climat dans de certaines composantes. On montre que ça a eu un rôle déterminant sur l'évolution des températures continentales, mais aussi peut-être en fait de l'évolution de la saisonnalité avant la transition Éocène-Oligocène. Pour aller plus loin dans cette compréhension de l'évolution de la saisonnalité des températures, ça pourrait être intéressant de regarder aussi la saisonnalité des précipitations, qui constitue un paramètre particulièrement important pour la biodiversité, mais aussi directement en fait simuler les différents biomes qu'on observe dans nos simulations et leur évolution à travers les différents forçages climatiques. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie plus particulièrement Yannick Donadieu, mais aussi toute l'équipe Climat pour m'avoir accueilli durant cette thèse, le projet Magique et Guillaume Dupont-Nivet, sans qui tout ça n'aurait jamais été possible, les personnes du groupe de modélisation avec qui nous avons pu régulièrement échanger et qui ont participé activement déjà à me donner envie de faire de la modélisation, mais aussi qui m'ont apporté des connaissances importantes pour ma thèse, et à toutes les personnes inspirantes que j'ai rencontrées au cours de ma formation, qui m'ont donné envie de faire de la recherche, ma famille et mes amis. Merci Agathe. Merci. Pour cette excellente présentation. Donc, on va commencer à avoir une discussion, les membres du jury. Donc, je vais donner la parole, je pense qu'elle est reconnectée, à Emmanuelle Pucéa. Merci. Donc, alors, tout d'abord, merci de m'avoir proposé de rapporter cette thèse qui m'a beaucoup intéressée et puis que j'ai